Alors, bonjour à tous. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue au Forum des solutions, un Forum des solutions qui est proposé par le Village Baïséen Nord-de-France. L'idée du Forum des solutions, c'est d'investiguer un sujet, un grand thème, en 4 épisodes. 4 épisodes qui chacun présente des expertises ou des expériences de l'écosystème village. Donc, qui dit écosystème village dit partenaire et start-up du Village Baïséen Nord-de-France. Et donc, le grand thème qui nous intéresse aujourd'hui, le grand thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la RSE et l'empreinte écologique des entreprises. Et puis, on a le plaisir d'accueillir 2 partenaires du village, qui sont donc EDF et le CEA Tech, pour parler ensemble aujourd'hui d'optimisation énergétique de vos sites et puis diminution de l'empreinte écologique de vos entreprises. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Gérald Cotineau pour EDF et François Nepveu. Gérald, est-ce que je peux vous proposer de vous présenter avant de commencer ? Oui, bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gérald Cotineau, donc je suis le directeur régional d'EDF Commerce donc pour la région Nord-Ouest, donc Hauts-de-France et Normandie, plus particulièrement en charge du développement des énergies bas carbone et donc des solutions à apporter à nos clients pour réduire leur empreinte carbone. Super, merci Gérald. François, on vous laisse vous présenter. François Nepveu, je suis chef de projet ingénieur de recherche en énergétique et thermique et travaille sur le montage et sur du travail technique sur des projets en lien avec l'efficacité énergétique des territoires, des industries et la production d'énergie renouvelable. Très bien, merci François. Donc, alors l'idée de ce forum des solutions, c'est que ce soit assez interactif. Vous avez tous un onglet Q&A en bas de votre écran qui vous permet d'aller poser vos questions ou tout simplement réagir, apporter des commentaires aux présentations et de Gérald et de François. Donc, Gérald et François vont prendre la parole et vont, à l'issue de leurs présentations respectives, répondre à vos questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos questions sur cet onglet-là. Et puis, je vais laisser très vite la parole à Gérald, qui pourra nous présenter son écran. Alors, je vais le faire. Alors, juste quelques secondes. C'est parfait. Parfait. Merci Gérald, on vous écoute. Super, ça marche. Alors. Attendez juste une seconde. La technologie, oui. Excusez-moi. Voilà, super. Écoutez, juste, s'il est nécessaire donc, de présenter le groupe EDF et ses quelques chiffres majeurs, alors je vous laisse les découvrir. EDF est connu pour un producteur d'électricité, ça, je pense que ça n'est pas à remettre en question. Il est peut-être un petit peu moins connu sur l'ensemble des activités que compose sa gamme de services, hein, puisque c'est aussi à la fois un transporteur, un distributeur, un fournisseur d'énergie et au-delà d'être producteur d'électricité, et vous le voyez, une électricité qui est très majoritairement peu émissive de carbone, notamment grâce au nucléaire, mais pas que, l'hydraulique aussi. C'est aussi le premier producteur européen d'énergie renouvelable, notamment au travers du photovoltaïque, que ce soit au sol, en toiture, en ombrière, mais également par le biais des centrales de production éoliennes, que ce soit sur terre ou en mer. Voilà. Et au-delà de ça, effectivement, et ça se voit dans la raison d'être d'EDF, on a ce désir de continuer à diminuer notre empreinte carbone, mais bien au-delà aussi d'accompagner nos clients dans des stratégies qui visent à diminuer leur empreinte carbone. Voilà, donc introduction, je vais m'en arrêter là. Alors, sur la stratégie et l'ambition, elle se compose de 2 axes. La première, bon, comme je le disais tout à l'heure, 90% de notre production électrique est d'ores et déjà décarbonée grâce au nucléaire et à l'hydraulique. On peut aller plus loin, et c'est notre ambition d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone, parce qu'aujourd'hui, on utilise encore du gaz dans certaines centrales gaz qui ont, au-delà de ça, des rendements électriques très, très intéressants. Mais on a cette volonté d'aller encore plus loin et de pousser la décarbonation de notre production au maximum d'ici 2050. Ça, c'est le premier axe.
au-delà, bien évidemment, de doubler, voire de tripler nos capacités d'énergie renouvelable. Le deuxième axe qui nous concerne peut-être un peu plus aujourd'hui, mais qui est lié au premier, c'est aussi d'accompagner nos clients vers la diminution de leur empreinte carbone. Alors ça, on va y revenir après, puisque je vous expliquerai un petit peu la méthodologie qu'on utilise, et d'ailleurs qui est valable pour n'importe quel type de client. Mais au-delà de ça, effectivement, on a affiché, et au plus haut de l'entreprise, 3 plans structurants qui vont aider à aller vers cette décarbonation. Et vous les voyez ici. Alors, je vais les citer, le plan mobilité électrique, et que tous les acteurs aujourd'hui sont conscients qu'il faut opérer la transition qui vise à passer du thermique à l'électrique. Donc ça ne se fait pas comme ça, même si c'est intuitif. Et donc, on se veut d'accompagner les territoires, les clients, les institutions dans la mise en œuvre de cette mobilité électrique qui passe principalement par la mise en place de bornes, hein, puisque c'est aujourd'hui une des problématiques au-delà de l'investissement dans des véhicules électriques. Effectivement, aujourd'hui, la mise en œuvre de bornes est quand même un point bloquant d'une manière générale. Ce qu'on a appelé le plan stockage électrique, donc oui, alors vous savez, l'électricité ne se stocke pas, contrairement à d'autres énergies. Et si on veut développer des énergies renouvelables, il faut aller vers le stockage électrique. Alors, le stockage électrique, tout le monde pense naturellement aux batteries. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels on travaille, qui est encore à développer, parce que c'est encore pas mature aujourd'hui. Mais c'est aussi d'autres moyens comme l'hydrogène qui nous permettent, donc nous principalement l'hydrogène vert, hein, qui nous permettent de stocker, de transformer l'électricité en hydrogène et de retransformer ensuite l'hydrogène en électricité. Et si tant est qu'on produise de l'hydrogène vert, eh ben on produit de l'électricité verte derrière par le biais du stockage. Et enfin, le plan solaire, j'en ai dit 2 mots, effectivement, on a très, très envie et on s'est doté des compétences pour développer la production d'énergie électrique de manière solaire, donc par 2 biais, hein, en masse via des fermes solaires au sol qui injectent sur le réseau, d'une part, et donc là on parle de plutôt grosse puissance, mais aussi au travers de notre quotidien sur des toitures, chez les particuliers, chez les entreprises, en ombrière sur parking pour effectivement développer ces énergies alternatives. Et tout ça, finalement, ça constitue le mix énergétique, parce que développer le renouvelable, c'est bien, mais le renouvelable, au-delà du stockage qu'on peut en faire, ce sont des moyens de production qui sont interruptifs, hein, c'est-à-dire qu'ils dépendent aussi à la fois du vent, du soleil et autres. Et donc, nous, le mix, il est basé sur une production de base, donc permise par les centrales nucléaires, et effectivement, ensuite un complément qu'il faut utiliser intelligemment et qu'il faut continuer à développer, permis par les énergies renouvelables. Alors, on parlait tout à l'heure de comment on fait à la maille d'un site et comment on accompagne un client. Alors, il faut savoir que ces démarches, elles sont particulières à chaque client, à chaque site, et quelle que soit la typologie du site, que ce soit un site industriel, un site tertiaire, un site particulier, il y a aujourd'hui des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour chacun de ces clients. Et ces solutions, elles seront bien évidemment de nature différente, tant en termes de volume, de puissance, eu égard à l'investissement à consentir, mais néanmoins, il y a quand même une méthodologie qui ressort, et c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir sur ce visuel. Avant toute chose, il faut partir sur un diagnostic. Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic? C'est comment fonctionne le site. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel site. Comment fonctionne le site? Qu'est-ce qu'on consomme sur ce site pour produire de l'énergie thermique? Qu'est-ce qu'on consomme comme électricité? Et est-ce que tout ce qu'on produit et consomme sur un même site est utilisé de manière optimisée? Pour faire simple, je vais essayer d'émailler mon propos d'exemple. Typiquement, est-ce qu'on est à la recherche de la chaleur fatale? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des énergies qui sont produites, qui nécessitent en amont peut-être de la consommation de gaz, de fuel, et qui sont finalement perdues et qu'on ne pourrait pas réutiliser sur le site? Donc, c'est ça que j'appelle le diagnostic, c'est finalement définir la carte d'identité énergétique de chacun des sites. Donc, ça veut dire un accès à la donnée aussi, ça veut dire pouvoir enregistrer ce qui se passe sur le site. Et ce diagnostic, il est essentiel, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ce qui nous permet ensuite de passer à la phase optimisée. Donc, optimiser avec souvent des investissements mineurs, parce que nous, notre démarche, elle est technique, mais elle est aussi bien évidemment économique.
Et donc, c'est ce qui nous permet de passer à la phase efficacité énergétique. C'est est-ce que je suis sûr que sur mon site, j'optimise bien tous les flux énergétiques qui s'y trouvent. Et derrière, ça nous permet tout naturellement d'aller vers le management de l'énergie parce que pour être sûr que tout se passe bien conformément à ce qu'on imaginait, il faut pouvoir suivre la donnée, avoir des interfaces interactives qui soient compréhensibles. Hein. Nos clients ne sont pas forcément des spécialistes de l'énergie et il faut qu'on arrive à traduire, nous, dans un langage compréhensible par lui, ce qui se passe sur son site pour lui permettre de le piloter et ça, on l'accompagne. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, on est toujours dans une logique technico-économique parce que, voilà, au-delà de l'ambition que chaque client peut nourrir, eu égard au diagnostic qu'il peut faire, et on le verra avec un exemple que j'ai cité tout à l'heure, mais on en a beaucoup d'autres. Son envie, ses enjeux, son ambition peut être de nature différente par rapport à la production de CO2. Et c'est cette feuille de route qu'on doit construire avec chacun des clients, eu égard, je l'ai dit et je le répète, à ses enjeux, à ses ambitions, eu égard à ses capacités de financement qu'on peut accompagner. Et d'ailleurs, cet accompagnement, il va jusque aller chercher potentiellement des aides dans le cadre du plan de relance. Hein. Vous savez que l'État a lancé un certain nombre d'actions qui permettent d'accéder à ces aides. Et donc, nous, on est à l'affût de ça et on introduit dans la relation et dans cette feuille de route qu'on a avec nos clients cette dimension économique. Et une fois qu'on a fait ça, après, effectivement, en fonction du souhait du client, d'aller plus ou moins loin dans la démarche, on peut aller vers des systèmes de conversion. C'est-à-dire qu'on passe de systèmes de production qui consomment globalement des énergies primaires, puisque c'est le gaz, le fuel, c'est ce qui, entre autres, produit du CO2. Et donc, comment on arrive sur un site à transformer l'utilisation qu'on fait de ces énergies primaires, qui peuvent être plutôt polluantes, on va dire ça comme ça, vers l'utilisation d'électricité. Et là encore, on fait appel à des solutions techniques. Il y a des investissements, il y a une véritable réflexion qui doit s'engager dans le temps, eu égard au plan d'investissement aussi du client, en fonction de la nature de sa production et de l'impact que l'énergie a sur sa production. Et on peut aller vers de la conversion. Et in fine, on peut aussi, au travers des contrats de fourniture en électricité, proposer aux clients des formules qui permettent d'avoir des certificats, des garanties d'origine et qui permettent aux clients de s'assurer que l'électricité qu'ils consomment est d'origine renouvelable. Voilà. Donc, si vous voulez, on offre un panel de solutions et de compétences qui nous permettent d'être sur tous les objets. Et ça, je le répète, quelle que soit la taille du site, que ça aille d'un site de type Toyota sur Valenciennes, donc qui produit quelques milliers de véhicules par jour, et avec lesquels nous sommes depuis 2 ans dans une démarche zéro carbone 2030, donc vous voyez, donc un gros site industriel. Ça passe par un sujet dont on va parler après, puisque je voulais vous présenter l'exemple de Volkswagen, donc qui est son fonctionnement est organisé autour de concessions, donc avec plutôt une dominance tertiaire, très clairement. Ça passe aussi par le Crédit Agricole, Claire, puisque récemment, on a pu rencontrer des dirigeants du Crédit Agricole qui sont très, très intéressés par notre démarche. Et ça va jusqu'aux particuliers aussi. Donc, vous voyez, cette démarche, elle s'applique à tout type de clientèle. Elle repose sur une envie du client, d'accord ? Et l'envie peut être différente. Et, je parlais de Toyota, je vais parler de Volkswagen derrière. Voilà, il peut y avoir des enjeux de groupe, il peut y avoir des enjeux d'image, il peut y avoir juste l'envie de travailler positivement sur son empreinte carbone. Et en fonction de ça, en fonction d'un diagnostic qu'on fait, on construit une feuille de route qui est partagée avec le client, avec une gouvernance associée et qui introduit des dimensions technico-économiques qui répondront aux enjeux des clients. Alors, un exemple, Volkswagen France. Volkswagen, alors je vais reprendre l'ambition du client, la stratégie du groupe Volkswagen, c'est Together 2025. Donc, c'est un groupe qui, fort des accords de Paris, s'est mis comme ambition d'atteindre 0 émission carbone en 2050. Donc, ouais, un enjeu, alors même si 2050, c'est dans quelques années, mais ce sont des marches qui prennent du temps aussi, parce que ça induit de nouveaux modes de fonctionnement, ça induit des investissements. Donc, en tous les cas, cette ambition est posée. Elle est posée pour lui-même, ses sites, ses concessions, mais aussi l'accompagnement de ses clients
parce que Volkswagen vend des voitures et donc le rôle qu'il a à jouer en matière de mobilité électrique n'est pas anodin et donc il veut qu'on l'accompagne également sur ce sujet. Donc, alors, Volkswagen veut devenir le leader de la mobilité durable, ce n'est pas le seul, bien évidemment, mais en tous les cas, il se fixe cette ambition. Ah ben, le processus dont je vous ai parlé précédemment, donc on l'a appliqué à Volkswagen, donc on a échangé, on a discuté, on a fait comprendre l'efficacité énergétique, tout le monde en parle, mais ce n'est pas un sujet qui est si simple que ça. Donc on a expliqué, on a investigué, on a creusé avec lui, on part d'une feuille blanche, très souvent, et voilà, en fonction de nos échanges, de ce qu'on est capable de faire, eh bien, on définit, on l'aide éventuellement à définir, eu égard à sa stratégie, le chemin à définir. Ça passe par un diagnostic. Donc, on est en train de le tester sur une de ces concessions. Enfin, on l'a testé sur une de ces concessions il y a 1 an et là, on est en train de le diffuser sur une quarantaine d'autres concessions à la maille nationale. Donc, ce diagnostic, efficacité énergétique, comment on manage l'énergie sur le site. Et puis, bien évidemment, est venu se coupler à ce sujet le thème de la mobilité électrique, hein, très clairement, via les bornes électriques. Alors, la borne, le poteau en lui-même, si je peux me permettre, n'est pas un objet. L'objet autour de la borne électrique, c'est le raccordement au réseau électrique en fonction de la puissance que l'on veut, en fonction du temps de recharge qui est nécessaire, et puis toute une gamme de services qui sont autour. Et en discutant avec le client, lui-même découvre des choses qu'on peut faire sur l'interopérabilité, sur le management à distance des bornes. Et c'est là qu'on construit la feuille de route. Et on entre en confiance avec le client, on le rassure et vraiment on met à son service l'ensemble des compétences que l'on a et on se positionne sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire on l'accompagne, on construit avec lui, on fait les études, mais aussi on a toutes les ressources pour mettre en œuvre derrière, jusqu'au bout. Et encore une fois, dans une logique technico-économique, parce que bon, la crise que l'on vit, voilà, nous oblige et oblige nos clients aussi à réfléchir sur leurs investissements et à profiter notamment du cas du plan de relance, sujet que l'on connaît bien et qui nous permettent effectivement d'aller chercher auprès de la région, auprès des départements, auprès de l'Europe éventuellement en fonction des sujets, de monter des dossiers qui nous permettent d'aider le client dans ses investissements. Voilà ce que je voulais vous dire, Claire. J'en ai fini. Merci Gérald. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions via l'outil Q&R. On va tout de suite laisser la parole à François Nepveu pour les CEA Tech. On se retrouve juste après, Gérald. Alors Gérald, je te propose François, pardon, de réactiver ta caméra. Ouais, si j'y arrive. Alors... Sinon, je peux le faire de mon côté, je pense. Alors. Voilà. Ouais, mais j'arrive même plus à présenter mon écran. On démarre la vidéo plus tard. Si, c'est tout bon. On voit ton écran et on te voit aussi en vidéo. C'est parfait. Ok. Bon, parfait. Bonjour à tous. Je vais commencer par une rapide présentation du CEA. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le CEA, c'est un organisme de recherche, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui a 3 missions principales. La première, bien sûr, liée à la défense et sécurité, hein, à l'armement nucléaire. Une deuxième liée à la recherche fondamentale. On a des laboratoires de recherche fondamentale qui travaillent dans l'astrophysique, etc. Et une dernière mission aujourd'hui qui est bien sûr de développer l'énergie atomique et les énergies alternatives au travers de 2 grands départements qui sont la DEN, direction de l'énergie nucléaire, et la DRT ou le CEATech, direction de la recherche technologique. Dans la direction de la recherche technologique ou CEATech, on a plusieurs grands laboratoires qui sont situés à Saclay et à Grenoble, dont le LITEN, qui est notre laboratoire principal dédié aux énergies nouvelles. En parallèle au LITEN, on a aujourd'hui, le CEA s'est déployé dans les régions, donc on a différentes antennes régionales du CEA qu'on appelle PRTT, Plateforme Régionale de Transfert Technologique, dont la mission principale est de transférer les technologies développées dans nos grands laboratoires, hein, dont le LITEN pour la partie énergie, vers les industriels et les territoires.
Donc on a des plateformes, CEA bien sûr. Aujourd'hui, on en a une à Lille, on en a à Nantes, en Bretagne, à Metz, dans toutes les régions, dans toutes les grandes régions industrielles françaises. Au niveau du Liten, si on regarde un peu plus en détail ce qu'on fait au niveau des énergies, hem, on est présent aujourd'hui dans tous les grands domaines énergétiques, nationaux et mondiaux, hein, qui partent du transport vers le résidentiel tertiaire, bien sûr l'industrie, les territoires, mais également des matériaux, puisque quand on fait de l'énergie, on a besoin de laboratoires dédiés aux matériaux. On a un organisme de recherche qui est orienté vers les industries, hem et qui, dépose par an énormément de brevets pour défendre la propriété, industrielle. Hem, Au niveau de l'énergie, hein, on est présent, ce que je disais, on est présent dans tous les domaines et sur toute la chaîne de conversion énergétique, hein, qui va de la production d'énergie, décarbonée, nucléaire ou renouvelable, vers l'utilisation, en passant bien sûr par le développement, de systèmes de production, de conversion et de maîtrise, on va dire, des émissions de carbone quand il y a. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est assez nouveau, depuis quelques années, on a un département, qui est spécifique et qui est spécifiquement dédié à l'accompagnement et à l'accélération de la transition énergique dans les industries et les territoires. C'est une des missions qui est, clé et donnée par l'État au CEATEC, aujourd'hui. Donc on a un département d'une centaine de personnes, département thermique, conversion et hydrogène, qui est vraiment dédié uniquement, à la transition énergétique dans les industries et dans les territoires. Ce département-là est localisé, à Grenoble et à Chambéry et s'appuie ensuite sur les plateformes régionales du CEA pour déployer ces technologies dans les territoires et les industries. Je voulais également, vous présenter rapidement, quand on parle d'efficacité énergétique, et d'énergie en France, vous faire un rapide panorama, de ce qu'est l'énergie aujourd'hui en France. Hem, Aujourd'hui, actuellement, alors attention aux chiffres, ils varient, d'une année sur l'autre, ils varient, d'une source à l'autre, donc là, les principales sources, d'où sont tirés ces chiffres, hein, sont l'ADEME, proviennent de l'ADEME. Aujourd'hui, en France, on consomme, par an, donc sur l'année 2018 ici en référence, 1 800, TWh par an. Donc attention, parfois je vais parler en térawattheure, parfois en mégatonnes, équivalent pétrole, la conversion est de 11,63, mais c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui en France, on consomme 1 800 TWh par an qui sont produites à partir d'énergie primaire de 3 000 TWh par an. La différence entre les 2, hein, provient quasi exclusivement, de la conversion, thermique électricité liée aux centrales nucléaires, hein, qui sont directement limitées par la physique et le rendement de Carnot. Dans ce panel, d'énergie primaire, on a bien sûr une grande partie qui est carbonée, donc du gaz, du charbon, du pétrole, principalement du pétrole lié aux besoins de transport, hein, nationaux. Ensuite, on a toute une partie que Gérald a déjà, présentée, discutée, qui est liée à la production d'électricité, qui en France est principalement nucléaire, donc décarbonée. Et ensuite, on a une partie renouvelable qui se développe, rapidement et fortement tous les ans et qui est dédiée à la fois à la production, d'électricité via par exemple du solaire photovoltaïque ou à la production de chaleur via par exemple. Je voulais insister sur un point, c'est que dans ce panel énergétique, on a tendance à oublier, l'importance des besoins thermiques et de la chaleur, notamment au niveau industriel. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on consomme en France, en énergie, on a environ, on a une répartition d'un tiers, un tiers, un tiers, environ. Un tiers lié au transport, donc principalement avec du pétrole. Un tiers qui est lié, aux besoins résidentiels et tertiaires qui sont, un mixte entre énergie thermique pour le chauffage, mais également énergie électrique pour la consommation de base. Et le reste est bien sûr lié à la consommation des industries et industrie plus un petit peu d'agriculture, mais surtout bien sûr industrielle. Si on regarde maintenant, la répartition entre chaleur et électricité, 40 des besoins énergétiques français sont des besoins thermiques. Heu, on est soit quasiment la moitié, hein, de la consommation énergétique, française. Sur ces 40, si on regarde maintenant dans l'industrie, 23 des besoins industriels, alors l'industrie, pardon, représente 23 de la consommation énergétique française et sur ces 23 de consommation énergétique, française par l'industrie, la moitié sont de la chaleur, soit 210 TWh par an. Sur des 210 TWh par an, 40 sont produits par du gaz naturel, 17 du pétrole, 17 électricité, 17 énergie renouvelable. Donc une grande partie de la consommation énergétique des industriels
et de la chaleur, et une grande partie de cette chaleur est produite aujourd'hui par des ressources carbonées. Donc l'ADEME l'a bien compris, et dans la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie française, hein, qui date de 2020, début 2021, il y a un accompagnement fort qui est fait par l'ADEME pour les industries via le fonds chaleur pour convertir leur système de production thermique carboné vers du décarboné via la production de chaleur renouvelable. Principalement aujourd'hui, hein, biomasse, mais on a également du solaire thermique ou ce que disait tout à l'heure Gérald, des pompes à chaleur qui vont fonctionner à partir d'électricité décarbonée. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail ce qu'est la consommation industrielle française en termes d'énergie, ce qui est intéressant de remarquer, c'est finalement, en France, si on regarde l'ensemble des sites industriels français, on a environ 160 000 établissements répartis sur toute la France. Et sur ces 160 000 établissements français, 1% de ces sites, soit environ 1600 sites, vont représenter plus de 2 tiers de la consommation énergétique de l'industrie. Donc on s'aperçoit qu'on a finalement une consommation énergétique industrielle qui est finalement peu diffuse et très centralisée sur quelques gros sites industriels. Si on s'intéresse maintenant à la région Hauts-de-France, qui a, qui a une consommation énergétique liée à cette industrie qui est très importante, hein. 44% de la consommation énergétique de la région Hauts-de-France est liée à une consommation énergétique industrielle. Donc bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, donc plus de la moitié, c'est des besoins de chaleur. Sur ces 44%, pardon, la région Hauts-de-France représente plus de 20% de la consommation énergétique industrielle française. Donc c'est la première région industrielle de France qui représente bien sûr la première consommation énergétique française. Et sur ces 20%, hein, bien sûr, quelques sites en Hauts-de-France sont très énergivores. On peut notamment s'intéresser au site sur Dunkerque d'ArcelorMittal. Si on regarde un peu plus ce qu'est le gisement, ce qu'on appelle d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique dans l'industrie, l'ADEME l'a évalué aujourd'hui en France à 150 TWh, sur les 400 TWh de la consommation énergétique industrielle. Et ces économies d'énergie sont principalement liées à la valorisation de chaleur fatale. Ce qu'on appelle chaleur fatale, c'est tout ce qui va sortir d'un site industriel et qui n'est pas valorisé. Typiquement, tout ce qu'on voit, les fumées des aérocondenseurs, et cetera. Donc vraiment toute la chaleur plutôt à basse température qui est difficile à valoriser, qui aujourd'hui peut valoriser dans l'industrie. D'accord ? Je voulais également insister sur un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, hein, la facture énergétique des industriels et des gros sites industriels, hein, est un vrai poids pour eux et un vrai poids pour leur efficacité économique derrière. Donc économiser de l'énergie, c'est pas uniquement des questions environnementales et des obligations réglementaires, c'est également bien sûr un vrai levier économique pour ces industriels-là. Et ça, c'est vraiment un point très important qui aujourd'hui, bien sûr, sur lequel on insiste au niveau du CEA. Économiser de l'énergie, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, des économies d'argent, mais également, bien sûr, environnementales derrière. Gérald en a déjà parlé, donc je vais passer rapidement cette slide-là. Donc, quand on s'intéresse à l'économie d'énergie sur un site industriel, on a 3 principaux leviers d'action qui permettent d'économiser de l'énergie. Ça passe bien entendu, comme le disait Gérald, par un diagnostic initial du site industriel pour avant tout regarder tous les leviers et toutes les actions, on va dire, faciles, qui sont des actions organisationnelles sur un site, c'est-à-dire de la traque au gaspillage. Ça va être tout bête, mais ça va être éteindre les lumières, remplacer, mettre des LED à la place de l'éclairage classique, etc. Une fois qu'on a réalisé toutes ces actions organisationnelles simples, on va pouvoir ensuite avancer un petit peu vers la technologie. Tout d'abord, en mettant l'ensemble des équipements du site industriel à l'état de l'art. C'est-à-dire, typiquement, remplacer une vieille chaudière au gaz par une chaudière au gaz récente, à condensation, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette deuxième étape-là, on va enfin pouvoir regarder toutes les solutions qu'on va appeler innovantes et faire de la rupture technologique sur le site industriel pour aller vraiment gagner et vraiment travailler sur l'optimisation complète et globale du site industriel. Mais on ne peut pas aller sur ces solutions-là sans avoir fait tout d'abord les premières actions d'organisationnel et de traque au gaspillage. Ça, c'est vraiment très important. Au niveau du CEA, le rôle du CEA, qui est un organisme de recherche, hein, n'est pas d'accompagner les industriels sur ces actions organisationnelles. Il y a des très bons bureaux d'études qui sont capables de le faire. Le rôle du CEA, c'est d'intervenir uniquement sur les innovations incrémentales et de rupture, une fois que le site industriel a réalisé et a mis en place toutes ces actions organisationnelles.
Comment travaille le CEA? De base sur la partie, énergétique, mais c'est vrai dans tous ces laboratoires et sur toutes les thématiques, le CEA a toujours aujourd'hui, hem, une approche multicritère, en travaillant sur toute la chaîne de valeur, énergétique. C'est-à-dire qu'on va travailler du composant jusqu'à l'éco-territoire en passant par le système, un site industriel. Si je prends un exemple, on prend l'exemple d'un échangeur. Dans ces laboratoires, le CEA est capable de développer et de concevoir des échangeurs, hein, très spécifiques et très typiques, qui vont être ensuite pouvoir intégrer dans un système, par exemple une pompe à chaleur. La pompe à chaleur va pouvoir ensuite être intégrée dans un site industriel. Lui-même, le site industriel va pouvoir être intégré dans un écoparc industriel, par exemple comme un Dunkerque. Et ensuite, l'écoparc industriel pourra être intégré dans un écoterritoire, les Hauts-de-France par exemple. Donc on travaille sur toute cette chaîne de valeur. Et pour travailler sur toute cette chaîne de valeur, on s'appuie sur des outils et 2 expertises clés. La première, on développe énormément de logiciels et d'outils de modélisation qui vont nous permettre de concevoir et d'optimiser le composant, le système, le site industriel, l'écoparc industriel, l'écoterritoire. En fonction de ce que nous demandent les industriels, en fonction des objectifs de l'industriel, on va utiliser tel ou tel logiciel et tel ou tel outil de modélisation. Ensuite, notre deuxième expertise clé au sein du CEA, c'est l'expérimentation. Pour cela, on s'appuie, je vais revenir après, on s'appuie sur des plateformes de recherche ou des gros démonstrateurs qui sont à l'échelle représentative du système. Donc, typiquement, on développe et on conçoit et on teste des pompes à chaleur de plusieurs centaines de kilowatts, par exemple, ou des centrales biomasse également de plusieurs centaines de kilowatts. Si je reviens rapidement sur une de nos compétences clés, hein, la modélisation des systèmes complexes, je vous donne quelques exemples sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire à l'échelle du composant du système ou du site, hein. Je vais aller directement sur le système et sur le site ou territoire. On a différents outils d'approche multicritère, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte, par exemple, le coût de l'énergie produite, on va prendre en compte, des restrictions, par exemple, d'espace, des contraintes industrielles. On va prendre en compte, les émissions de CO2 pour pouvoir, tendre et optimiser l'ensemble, comme le disait tout à l'heure Gérald, en fonction du diagnostic qui a été fait sur le site industriel, on va optimiser l'ensemble des vecteurs énergétiques et des besoins énergétiques de ce site ou de ce territoire avec ces outils-là. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on ne va pas s'intéresser uniquement, par exemple, à la chaleur d'un site ou d'un territoire, hein, ce qui est très important, mais on va regarder plutôt l'ensemble de la consommation énergétique, électricité, chaleur, gaz, par exemple, et on va tendre et chercher à optimiser l'ensemble de ces vecteurs. Une fois qu'on a développé, les outils de modélisation, ces outils sont bien sûr, calés et validés sur sur l'expérimental et pour ça, on s'appuie sur différentes plateformes de recherche, différentes plateformes de démonstrateurs à l'échelle. Je vous ai donné ici 2 exemples de plateformes importantes, aujourd'hui, au sein du CEA et au sein du LITEN, hein. On a par exemple, une plateforme qui est dédiée au smart grid et cette plateforme-là s'intègre complètement finalement dans nos laboratoires de recherche et notre site de recherche de l'INES situé à Chambéry. C'est-à-dire qu'on s'appuie finalement, on a mis en place sur ce site un réseau de chaleur, un réseau électrique bien sûr, et différents outils de production de chaleur. On a par exemple des chaudières gaz, on a du stockage, on a des pompes à chaleur, une centrale solaire, des bâtiments références et des bâtiments de test. Et on va s'appuyer finalement sur cet écosystème énergétique pour intégrer, tester et valider en conditions réelles, en fonction de l'utilisation de nos laboratoires, différents systèmes, différents moyens de pilotage, différents usages également énergétiques. Ce système, ces plateformes elles sont bien sûr ouvertes pardon, aux industriels et on accueille des équipements qui sont développés par des startups, par des PME. Par exemple, une PME qui veut développer une pompe à chaleur à absorption, une pompe à chaleur innovante, va pouvoir tester sa pompe à chaleur sur ce système, sur ce micro-réseau de chaleur, sur ce micro-réseau énergétique de l'INES Chambéry piloté par le CEA. Un deuxième exemple, dédié cette fois-ci aux bâtiments tertiaires situés à La Beige, à proximité de Toulouse. C'est un bâtiment totem qui est autonome en énergie et qui se voit également comme une plateforme de recherche et d'essai dédiée aux industriels et aux essais d'équipements innovants fournis et conçus par des industriels. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est dédié, qui est utilisé par le CEA au quotidien
et qui va pouvoir accueillir, par exemple, tout un système hydrogène pour tester de la mobilité hydrogène, pour tester des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du résidentiel ou du tertiaire pour l'autoconsommation énergétique. Ce bâtiment va pouvoir accueillir différents systèmes développés par les industriels et pouvoir les tester en environnement réel. Bon, voilà ce que je voulais dire sur les activités du CEA et sur comment on travaille sur ces sujets d'efficacité énergétique dans l'industrie et dans les territoires qui sont, comme on peut le voir, hein, sur la partie panorama énergétique en France, qui sont vraiment très, très importantes dans les Hauts-de-France, qui est la première région industrielle. Merci à tous. Merci beaucoup, François. Super. On peut te demander peut-être de couper le partage d'écran. Et puis, Gérald, est-ce que vous pouvez nous rejoindre aussi? On va passer aux questions. Voilà, super. Top. Bon, bah, merci à tous les deux. Et puis, bon, n'hésitez pas encore une fois, hein, pour les participants à poser vos questions. On a quelques minutes devant nous pour que vous puissiez y répondre. Moi, j'ai envie de vous en poser une, mais en vous demandant une réponse assez courte et brève, finalement, parce qu'on le devine à travers vos présentations. Mais quand on est une entreprise, finalement, quand est-ce qu'on fait appel au CEA Tech et quand est-ce qu'on fait appel à EDF? Je ne sais pas qui veut prendre la réponse à cette question en premier. Ce n'est pas une question piège, hein, c'est pour bien... Allez-y, François, je vous laisse. Nous, alors, ce que j'indiquais sur une des slides, c'est alors, on a déjà une première mission, c'est d'accompagner les industries, les territoires dans leur transition énergétique. Donc, on accompagne, ce qui est important de dire, hein, c'est qu'on accompagne tout type d'industriel et tout type de territoire, de tout type de taille. On accompagne aussi bien des industriels de petite dimension, hein, des PME, qui veulent développer un système innovant dédié à la transition énergétique, des gros sites industriels qui veulent revoir dans leur ensemble et dans leur globalité l'efficacité énergétique de leur site industriel. Par contre, ce que j'indiquais, c'est que le CEA n'a pas pour rôle d'intervenir sur les premières actions d'efficacité énergétique, d'économie énergétique d'un site industriel. Il y a des BE, des bureaux d'études qui sont faits pour ça, qui travaillent beaucoup mieux que nous là-dessus. Donc nous, on pourra intervenir sur un site industriel, pour apporter des ruptures technologiques et des solutions innovantes une fois que le site industriel aura fait ses premières actions de traque au gaspillage. Sans ça, le CEA n'interviendra pas. On intervient uniquement sur des actions innovantes et dédiées à la R&D pour l'industrie. D'accord. Gérald, si vous voulez compléter? Oui, comme je vous l'ai dit, on a très très vite affiché l'ambition à EDF d'accompagner l'ensemble de nos clients sur le côté vertueux de leur site. Donc, la réponse est dans ce propos, c'est-à-dire qu'on s'est doté de toutes les compétences, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la mise en œuvre, pour répondre à toutes les problématiques de nos clients. Après les problématiques des clients, on les traite différemment, vous avez bien compris, selon les segments, selon le bâtiment, selon la taille du site, selon plein de choses. Tout à l'heure, François parlait de Dunkerque, j'aurais pu parler aussi de l'action d'envergure qu'on mène pour traquer la chaleur fatale sur le Dunkerquois, en collaboration avec 5 gros industriels, vous voyez. Et pour autant, après, on peut aller sur du tertiaire, la concession, l'agence bancaire, la PME, enfin, vous voyez, l'hôtel, la chaîne d'hôtels. Donc, si vous voulez, on est plutôt dans la dentelle sur du bas carbone et on a les compétences pour accompagner chaque client en fonction de son ambition. Donc, ceux qui peuvent venir chez nous, ce sont tous ceux qui ont une ambition, et l'ambition d'être un peu plus vertueux en termes de carbone, enfin d'émissions de carbone. Voilà, donc particuliers, je le répète, PME, PMI, industriels et autres. Donc, tout à fait en capacité de répondre à l'ensemble de ces segments de clients. Merci à tous les deux. Alors, une autre question qui vous est posée par Jean-Jacques autour du stockage de l'énergie, hein, qu'on sait être un enjeu majeur autour de ces thèmes-là. En disant, voilà, un dispositif de stockage en maison individuelle est-il envisageable à court terme? Alors, Jean-Jacques parle d'éolien ou de solaire. Est-ce qu'il y a des choses envisagées ou qui existent déjà, hein, une batterie individuelle qui pourrait répondre aux besoins quotidiens? Très bonne question. Oui. Pardon. Comme vous voulez. Non, allez-y. Oui, bien sûr, il y a des. Alors, en termes de, si on parle de batterie électrique, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, hein. Oscaro Power, par exemple, a un site internet qui est très bien fait et qui propose des solutions de stockage électrique. Tesla a également développé une batterie qui est disponible aujourd'hui, hein, qui coûte encore cher, mais qui devient de plus en plus intéressante. Et je voudrais citer également une entreprise avec qui on travaille en Bretagne qui s'appelle H2Grem,
qui conçoit des systèmes, qui cherchent à concevoir, à développer des systèmes complets dédiés au résidentiel pour l'autonomie énergétique complète de la maison, mais également du transport, basé sur une chaîne de conversion hydrogène, donc électrolyseur, stockage d'hydrogène, pile à combustible, et valable sur l'année. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une centrale photovoltaïque installée en toiture qui va produire l'électricité principalement en été, quand il y a de la ressource solaire. On va stocker cette électricité en passant par un électrolyseur, en produisant de l'hydrogène qui va être stocké dans des réservoirs, qui va pouvoir ensuite être réutilisé pour produire de la chaleur via une pompe à chaleur l'hiver et de l'électricité toute l'année, par exemple. Donc, des solutions existent, elles sont en développement, mais il y a des solutions présentes sur le marché également. Alors, François a tout à fait bien résumé la situation et je partage ses propos complètement. Et nous, on les a mis en œuvre. Enfin, elles existent chez nous. Enfin, voilà, j'ai pas parlé dans le premier visuel de notre partie R&D. Le stockage de l'électricité par batterie fait l'objet de beaucoup de recherches, bien évidemment, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'avenir. Et donc, fort de notre R&D sur le sujet, on s'est doté de compétences. On est entreprise, donc une des filiales d'EDF qui s'appelle Zinium. Et effectivement, que ce soit sur du bâtiment particulier ou tertiaire, sur des puissances allant de quelques kilowatts je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais à quelques centaines de kilowatts, on arrive effectivement, via ce système de batterie, à pallier à la problématique de l'intermittence à la fois de la production renouvelable, que ce soit par PV, hein, en toiture par exemple, mais aussi à l'intermittence de la consommation. Parce que quand on parle de bâtiments tertiaires, souvent, les bâtiments tertiaires sont occupés la journée. Alors, peut-être de moins en moins avec le télétravail, mais en tous les cas, ils sont occupés la journée. Le week-end, ils ne sont pas occupés. L'été, ils sont un peu moins occupés parce que c'est les vacances, alors que quand on parle de photovoltaïque, on produit principalement l'été. Donc, comment profiter de cette énergie localement pour autoconsommer et ne pas la réinjecter sur le réseau? C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre de batteries avec des systèmes effectivement autour des pompes à chaleur le cas échéant. On a une filiale, Zinium, qui d'ailleurs risque de s'installer dans le Nord, hein, pour la production de batteries. Donc, on travaille sur le sujet. Je dois avouer que d'un point de vue très opérationnel, ça reste quand même sur des puissances raisonnables. Si vous dites, est-ce qu'on a des batteries de 10 mégawatts électriques? Alors là, pour le coup, je ne suis peut-être pas au courant de tout, mais je pense que si ça existe, c'est au stade expérimental. Donc, sur des puissances raisonnables, ça se fait et de manière très opérationnelle. Et ça, on sait le faire. Après, la partie hydrogène, j'en ai parlé tout à l'heure, bien évidemment, c'est un moyen de stockage qui permet de changer d'un état à un autre, hein, électricité, hydrogène, électricité. J'insiste sur le fait que nous, on fait de l'électricité verte, c'est-à-dire qu'on produit de l'hydrogène vert, on produit l'hydrogène à partir d'électricité décarbonée, à contrario d'autres formes d'hydrogène qui peuvent être plutôt grises parce que produites à partir de la combustion du gaz. Voilà. Donc effectivement, c'est un sujet. Alors les batteries, ça mérite encore des développements, mais à petite échelle et petite taille, c'est une vraie réponse à des problématiques locales. Super, merci pour vos réponses. Là, on parlait Un point intéressant. Oui, François. Non, je vais juste préciser également un point intéressant sur le solaire photovoltaïque, c'est que depuis avant, on avait tendance plutôt à vendre toute la production photovoltaïque pour les particuliers, à vendre à EDF la production électrique sur les réseaux, l'ensemble de la production de ces panneaux photovoltaïques au réseau. Aujourd'hui, il y a des contrats spécifiques qui permettent de revendre uniquement le surplus qui n'a pas été autoconsommé par la maison. Et ça, c'est vraiment des contrats qui sont très, très intéressants. Et j'irai un peu plus loin, François. Je pense que c'est ça c'est ça qu'il nous faut à l'avenir. Enfin, c'est consommer au plus proche du lieu où on produit. Donc, ce dont on parle, c'est d'autoconso, c'est du photovoltaïque en autoconso, c'est-à-dire réussir à installer des panneaux sur ces toitures ou en ombrière et aller consommer la production de nos panneaux photovoltaïques au plus proche de l'installation, sans devoir passer par le réseau de distribution ou le réseau de transport, si on parle à une autre maille. Donc, je pense que c'est ça l'avenir. Voilà. Et ça nécessite un savoir-faire, parce qu'il faut étudier le profil de consommation électrique du client, il faut regarder le foisonnement d'utilisation, il faut regarder comment ça se pose sur la toiture, la résistance. Enfin, ça nécessite un véritable savoir-faire. Mais pour rebondir sur ce que dit François, c'est vraiment pour moi l'avenir. D'accord, très bien. Bon, merci. Alors, il nous reste assez peu de temps finalement, mais une question, là, on parlait d'éolien et on parlait de solaire.
Et Gérald, vous l'avez précisé dans votre présentation, pourtant il faut l'importance d'un diagnostic posé avant toute chose. Est-ce qu'on arrive en se disant, voilà, moi j'ai envie de mettre des panneaux solaires, j'ai envie de mettre une éolienne, ou alors il faut vraiment passer par cette phase diagnostique? Dans quel sens on prend finalement l'envie et l'ambition? Alors, le client, tous les clients que je rencontre, ils ont une idée en tête. Oh. Et bien souvent, c'est une idée sur ce qui se voit le plus. Vous voyez, donc très souvent, ce que vous dites, Claire, c'est ce qui arrive en entretien. C'est quand on approche un client, il nous dit, moi j'ai envie de mettre du panneau photovoltaïque ou des bornes électriques, j'ai envie de faire ça. Parce que c'est ce qui parle le plus, parce que c'est ce qui est le plus visible et le plus compréhensible, on va dire. Et une fois qu'on creuse, une fois qu'on accompagne, une fois qu'on pose des questions, et là on commence le diagnostic, effectivement, on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin avec le client, et là, c'est là qu'on tombe sur l'efficacité énergétique. Mais encore une fois, l'efficacité énergétique, tout le monde en parle, mais concrètement, c'est quoi? Voilà, c'est un métier d'énergéticien. Enfin, comme le disait François tout à l'heure, voilà, la chaleur fatale, est-ce que ça parle à tout le monde? Voilà, est-ce que j'optimise tout ça? Mais la première démarche, vous avez raison, c'est j'ai envie de mettre des panneaux sur ma toiture. Voilà, c'est vrai. C'est souvent comme ça que ça commence, l'histoire. Ça marche. Et peut-être pour terminer, donc une dernière question pour ouvrir un peu le sujet. Hein. On parle beaucoup en ce moment de compensation carbone, enfin en ce moment de plus en plus. Est-ce que pour vous, ces démarches-là de compensation carbone, elles viennent finalement en complément d'une démarche d'efficacité énergétique, d'optimisation énergétique? Est-ce qu'elle vient plutôt en concurrent un peu pauvre finalement de ces démarches-là? Qu'est-ce que vous en dites, et François et Gérald? Et ce sera peut-être la dernière question parce qu'on a un peu débordé, mais je vous laisse réagir. Peut-être François? Oui, bah, de toute façon, les deux sont complètement liés et couplés, hein. Donc après, moi, pour être honnête, hein, je suis pas tout à fait au point sur ces sujets de compensation carbone. Donc c'est pas forcément notre métier de base, hein. Notre métier de base, c'est faire l'économie d'énergie et d'apporter des solutions de production d'énergie, renouvelable. Mais si, comme on l'expliquait tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on a des outils de modélisation qui sont, de base, basés sur des approches multicritères, qui sont faits pour faire des approches multicritères, pour faire des analyses multicritères. Donc on rentre ensuite dans ces outils-là, tout type de critères que l'industriel nous demande de rentrer, quoi. Donc en fonction de leur demande, on met ce qu'on veut dedans. Alors, sur ce point-là, tout dépend vraiment de la stratégie du client. S'il veut aller vite, la compensation carbone via des garanties d'origine, etc., bah, ça permet d'aller vite. Voilà, très clairement. Et d'ailleurs, quand un site industriel a pour ambition d'aller sur du zéro carbone dans les années à venir, à un moment, ça se finira à la fin par un minimum de compensation carbone. Voilà. Nous, c'est ce qu'on propose à la fin. Mais il y a des clients qui stratégiquement veulent commencer par ça. Voilà. Et puis ensuite travailler. Peut-être pour des raisons d'image, ce que je peux comprendre, pour voir des stratégies RSE en interne, pour emmener les collaborateurs. Enfin, vous voyez, quand je disais l'analyse du besoin, les enjeux, la stratégie, c'est quoi? Bah là, typiquement, c'est une vraie question autour de ça. Ça peut se faire assez rapidement, de la compensation carbone. Nous, on en fait. Voilà. Il y a les certificats via les garanties d'origine, etc. C'est quand même, voilà, bon, donc on garantit les choses, mais on travaille en complément, on peut travailler sur le dur, et là, c'est ce que dit François, hein, c'est comment concrètement, sinon, en parallèle, on avance. Voilà. Donc, ce n'est pas à opposer, ça dépend d'une stratégie client. Très bien. Bon, alors, je vous avais promis que c'était la dernière question, mais une autre petite est arrivée entre-temps. Donc, si vous avez encore quelques minutes pour y répondre, même si je pense qu'elle n'est pas forcément très évidente, mais en termes de rentabilité finalement mesurable, au bout de combien de temps on peut sentir les choses? Alors, en moyenne, sur une fourchette, sur ces opérations-là d'optimisation énergétique? Ça dépend, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les outils, de toute façon, prennent en compte, bien sûr, les taux de retour les temps de retour ou les taux de retour sur investissement, comme en fonction de ce que souhaite comme indicateur l'industriel. Mais de base, aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent de moins en moins cher chaque année et sont de plus en plus viables, notamment grâce aux aides du fonds chaleur, par exemple, de l'ADEME sur la partie production thermique.
Aujourd'hui, hein, le solaire thermique sont des solutions qui se développent partout en France et pas uniquement dans les régions ensoleillées, hein. Les plus gros installateurs de centrales solaires thermiques dans le monde, hein, c'est au Danemark et en Allemagne, hein, donc des régions qui ont peu d'ensoleillement et ça fonctionne très bien. Et la biomasse, aujourd'hui, se développe fortement. Les CAPEX sont importants à l'investissement. Par contre, le fonds chaleur est là pour soutenir les industriels dans leurs investissements et justement de diminuer vraiment fortement ces CAPEX de base qui sont bien sûr dont dépend directement ensuite la rentabilité du système. Après, c'est vrai qu'en fonction des industries, il peut avoir des écarts entre les temps des industriels qui peuvent être de quelques années seulement, avec les temps de retour sur investissement de solutions renouvelables qui sont plutôt de quelques années, on va dire, supplémentaires. Mais ça tend aujourd'hui à converger et les temps de retour sur investissement des solutions renouvelables sont de plus en plus courts. Je partage ce que dit François sur le domaine des industriels, hein. Même si les temps de retour sont toujours trop longs pour eux, voilà, on peut arriver à des temps de retour sur des démarches globales de quelques années, enfin, très clairement. Après, je disais, une feuille de route bas carbone peut être plus ou moins dense, et peut faire appel à plusieurs technologies. On parlait de PV, on peut aussi parler de géothermie, on peut aussi parler comment dirais-je, d'éclairage, enfin, en tous les cas, d'économie d'énergie sur l'éclairage. Enfin, et chaque domaine a finalement ses temps de retour sur investissement. Alors, je vais quand même me lancer pour peut-être le domaine du tertiaire ou des plus petites entreprises, on va dire ça comme ça. Le PV en toiture, en autoconso, sans aide aujourd'hui du département, de la région, puisque là, on sera plutôt sur des petites puissances. On va être au-delà de 10 ans. Après, avec des aides à l'investissement, effectivement, on pourrait éventuellement descendre en dessous de 10 ans. Là, je parle du PV. Euh, sur tout ce qui est énergie, alors vous avez le plan de relance également, on peut être entre 5 et 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, ça c'est à dire d'experts, hein, je pense qu'on peut être sur des temps de retour globaux entre 5 et 10 ans. Voilà. Je me lance, hein. Après, ne m'en voulez pas. Et puis, ne venez pas me voir en me disant, c'est pas ce que vous nous avez dit. Tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Vous voyez, on est en train de mettre en œuvre des solutions qui permettent de piloter les chauffages dans les bâtiments, notamment des bâtiments occupés de manière intermittente, donc typiquement les hôtels et autres, pour réguler le chauffage à distance. On peut être sur des temps de retour qui vont être extrêmement rapides, moins de 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez dans les hôtels, bah, quand les chambres ne sont pas occupées, est-ce que quelqu'un vient diminuer le chauffage de la chambre? Je parle des hôtels, je parle des restaurants, je peux parler des bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, on a des choses très très simples, avec des investissements à consentir, mais qui restent globalement mineurs, mais qui nous permettent d'avoir un temps de retour sur investissement d'1 an. Vous voyez, le passage au LED, à l'éclairage à LED, je prends l'exemple de Toyota, en 2 ans, il a rentabilisé les 20 000 LED qu'il a changés. Très bien. Bon. Merci à tous les deux. Et alors, peut-être un dernier éclairage, hein, parce que les spectateurs nous demandent une petite question peut-être pour François. Quelle est la différence entre énergie thermique et géothermie, finalement? Est-ce que ce sont les mêmes énergies? Oui, c'est la même chose, hein. La géothermie, c'est une énergie thermique qui fait partie des solutions thermiques. Et ça passe souvent par l'utilisation d'une pompe à chaleur, hein, qui va récupérer de la chaleur du sol ou d'une aquifère, donc d'une nappe phréatique importante, à une dizaine, quinzaine de degrés, pour relever la température à 60 degrés, pour avoir une température qui soit utilisable par les industriels, du tertiaire, du résidentiel. C'est des solutions qui fonctionnent, hein, qui sont tout à fait viables. Ce qui est intéressant également, c'est qu'avec la géothermie, le sol peut être utilisé comme solution de stockage thermique, hein. C'est-à-dire, par exemple, on va utiliser une centrale solaire qui va produire de la chaleur l'été, et on va injecter cette chaleur produite dans des pieux qui sont dans le sol, hein, via un réseau de pieux dans lequel circule l'eau chaude produite par la centrale solaire, quoi. Et ensuite, on va réutiliser cette chaleur stockée dans le sol par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur, par exemple. Et alors nous, on propose, on n'est pas vendeur de solutions, hein, au sein du CEA, hein, pour répondre à la deuxième question. Par contre, on accompagne bien sûr les industriels et on conçoit et on développe ce type de système. Parfait. Très bien. Eh ben, il ne me reste plus peut-être qu'à vous remercier tous les deux. Je pense que ça a été riche en échanges, en interactions, en questions. Il va falloir quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à tous les deux. Merci aux spectateurs, aux participants.
On mettra à disposition le replay sur les réseaux sociaux du village et peut-être ceux du CEATEC et d'EDF. Sans souci, vous pourrez le revoir. Et puis, merci encore une fois, messieurs. Et la semaine prochaine, on a rendez-vous donc pour un prochain épisode du Forum des solutions avec l'une de nos startups qui s'appelle OtaCloud. Et on va parler frugalité numérique et optimisation énergétique de la consommation énergétique sur le web pour cibler un peu plus la thématique. Donc, merci à tous les deux et puis bonne journée à tous. Merci de votre invitation. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.